Bienvenue pour ce 9e numéro des Critiques d'Enzo, le podcast, et aujourd'hui on va parler de cinéma. On se retrouve enfin pour parler de cinéma, je ne vous ai pas oublié. C'est juste que les dernières semaines ont été un peu compliquées. En vrai, honnêtement, je vais poser carte sur table avec vous. Il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait au cinéma. Dès que quelque chose m'intéressait, je voyais de l'autre côté que les gens disaient que c'était pas très très bien. De l'autre côté, moi j'étais ce qu'on appelle un matrixé de GTA RP, et du coup je me suis enfermé aussi là-dedans. Et en fait, pourquoi aller voir des films qui sont critiqués alors que le même soir j'ai la possibilité de regarder quelque chose qui me plaît. Voilà, ça a été très compliqué pendant 3 semaines, mais je suis retourné au cinéma parce que il y avait des choses qui m'intéressaient. J'y suis retourné et j'ai pris mon pied sur 3 films dernièrement. Alors j'ai été voir 2 au cinéma, un que j'ai regardé chez moi, mais j'ai trouvé du temps et je me suis dit que j'allais vous parler de ça et qu'on allait reprendre à partir d'aujourd'hui le rythme une semaine. À savoir aussi, comme ça, on fait tout en même temps, je vous informe de tout. Il y a autre chose qui me prend aussi du temps, c'est que j'ai décidé de me lancer sur Twitch. Si vous voulez me suivre sur Twitch, c'est Enzo-CWS, comme mon letterbox. Et vous pouvez me retrouver en live une fois tous les 2 jours. Alors en ce moment, c'est tous les jours, mais dites-vous que d'ici quelques semaines, ce sera, je pense, une fois tous les 2 jours où je ferai des lives. Honnêtement, ça part. Enfin, il y a du GTA, il y a du react de cinéma. Je vous ai sorti sur la chaîne YouTube Les Critiques d'Enzo. Je vous ai sorti une vidéo où je react le documentaire Fucking Kassovitz, qui revient sur le making-of de Babylon AD, un film qui a été réalisé par Mathieu Kassovitz, mais pas vraiment. Regardez le documentaire, c'est hyper intéressant. Et je réacte avec vous, ça doit durer 1h30, 2h, où je fais un petit réact de ce super documentaire. Mais je fais pas que ça, il y a du Fortnite, il y a du GTA. Là, j'ai lancé The Last of Us. Et là, ça va vous parler les fans de cinéma, parce que vraiment, on est clairement dans un film cinéma. C'est absolument... on est clairement dans un jeu film, excusez-moi. On est clairement sur un gros jeu. Donc voilà, ça je le lance, petit let's play sur plusieurs semaines. Je vais essayer de terminer le jeu en live. Et il faut savoir que si vous pouvez pas être là pour les lives, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Enzo-CWS VOD, où vous pouvez retrouver toutes les VOD directement. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. De toute façon, tous les liens, je vais essayer de mettre tous les liens en description, que ça soit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube ou quoi que ce soit. Oubliez pas aussi qu'il y a une version vidéo qui existe sur la chaîne YouTube Les Critiques d'Enzo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je vais arrêter de vous faire chier avec toutes ces informations là. Le plus important à retenir, c'est que je suis sur TikTok avec Les Critiques d'Enzo, je suis sur YouTube avec Les Critiques d'Enzo, la chaîne YouTube, je suis sur Twitch avec Enzo-CWS, et que vous avez la possibilité de voir les VOD sur YouTube dès le lendemain. À chaque fois, c'est toujours le lendemain sur la chaîne YouTube Enzo-CWS VOD. Voilà, c'est tout pour ces petites informations, et je pense qu'on peut déjà commencer avec le premier film. On va parler de Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e à 1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont, et il a dit: mes parents sont séparés depuis 1 an, je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On va fêter les 18 ans de ma sœur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et Nani, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père, et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir, et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui 1 semaine sur 2 ou un week-end sur 2, parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, Maître Davigny, je vous écoute. C'est un film que j'ai pu revoir même au cinéma, et quel plaisir. Mon cinéma, mon petit cinéma de ma petite ville, ont organisé quelque chose qui s'appelait Mars en lutte, qui était des séances spéciales tous les samedis soirs, donc à partir du premier samedi de mars jusqu'au dernier samedi de mars. Tous les samedis soirs, ils organisaient une séance spéciale avec entre autres un débat à la fin de la séance. Ici, c'était un débat avec le CHRUS, Le Sourire. Donc c'est un centre d'hébergement d'urgence qui accueille les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Et bien sûr, en fait, c'est quand même très important de le rappeler, c'est pour le mois, c'est pour le mois de mars. Il y a le 8 mars dans le mois de mars, le 8 mars étant le journée internationale des droits de la femme. Ils ont décidé de faire un mois dédié autour de ce thème-là. Et je trouve ça hyper intéressant, parce que du coup, j'ai pas pu faire les autres séances. Il y avait la Maison des Femmes, il y avait Christy qui avait été présentée,
et si je me trompe pas, il y avait The Bride qui avait été présenté sous Mars en lutte, et c'était hyper intéressant parce que moi, Jusqu'à la garde, c'est un de mes films français préférés, et j'étais content de le revoir au cinéma, content d'emmener une de mes potes avec moi parce que je lui ai dit tu vas kiffer, viens avec moi, et content en plus de ça d'avoir eu ce débat final, toute cette séance était vraiment exceptionnelle, c'était très 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 bien. Les personnes du SHRS étaient hyper passionnants, c'était vraiment très très bien. Et rien que pour ça, merci à Mon Cinéma, parce que bon, je critique beaucoup la programmation à certains moments, mais s'il y a bien un truc où je peux que les saluer, c'est là-dessus. C'est ce genre d'événement, quand on est un cinéma indépendant, c'est hyper cool d'organiser ce genre d'événement. Et parlons du film, parlons de Jusqu'à la garde. Jusqu'à la garde, c'est un film de Xavier Legrand qui a réalisé juste après, j'ai perdu le nom du film qu'il a réalisé. C'est fou que ça, quand même, de perdre le nom du film, qui est en plus très très bien. Je vais juste faire la petite recherche, comme ça au moins on va Xavier Legrand. Pourquoi je dis Alex Legrand depuis tout à l'heure? C'est Xavier Legrand. Xavier Legrand, il a aussi réalisé, c'est fou, je l'ai vu, je l'ai adoré le film, c'est Le Successeur, voilà, c'est bien sûr Le Successeur, qui est un film qui est sorti en 2023, qui avait aussi fait beaucoup de bruit et qui était très spécial, mais très 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 bon. Et il faut prendre en compte quelque chose de Jusqu'à la garde. Moi, je vous invite fortement, si vous avez jamais vu Jusqu'à la garde, d'aller le voir. Mais avant ça, il y a un court-métrage qui s'appelle Avant que de tout perdre, que vous pouvez trouver, je crois, pour 2 balles sur internet. Avant que de tout perdre, c'est un court-métrage qui revient sur la situation initiale de Jusqu'à la garde. En fait, on retrouve ce qui se passe à la fin de Avant que de tout perdre, qui est ce court-métrage qui avait gagné en plus, je crois, le César du meilleur court-métrage et tout ça. La fin du court-métrage embraye ensuite sur le début de Jusqu'à la garde. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est 2 films qui suivent, avec en plus de ça 3/4 des acteurs qui sont les mêmes. Avec un Denis Ménochet absolument incroyable, et Léa Drucker au sommet de son art. Moi, vraiment, c'est avec ce film-là que je me suis dit waouh, ok, Léa Drucker est la meilleure actrice en France. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Léa Drucker, je crois que, en tout cas, c'est mon actrice préférée en France, et je pense que c'est la meilleure actrice en France. Je pense qu'il y a rien de mieux que Léa Drucker en France. Et Jusqu'à la garde le prouve, hein. Jusqu'à la garde, c'est une vraie grosse claque où on suit donc cette histoire de cette famille déchirée par un père violent qui frappait sa femme, qui frappait ses enfants, ou en tout cas qui était très 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 violent avec ses enfants. Et c'est un film, moi, qui me parle beaucoup par rapport à plein de situations personnelles. Ça, c'est très très personnel, mais voilà. Et qui, du coup, moi, me touche énormément. Il y a une scène à l'intérieur du film qui est pour moi grandiose, mais vraiment, quand je vous dis grandiose, c'est quand je l'ai revu au cinéma, j'ai repris une claque, je fais waouh, j'avais oublié à quel point cette scène était forte. C'est toute une scène de bal, de fête d'anniversaire, où on va rien entendre à ce qui se passe, parce qu'il y a la musique qui couvre tout, qui couvre les voix, qui couvre les inquiétudes des personnages, qui couvre tout ça. Par contre, tout va passer par un jeu d'acteurs absolument fantastique de tous les acteurs, de toutes les actrices. Et c'est là où ça va être très très fort, c'est que je pense sincèrement que la scène dure 10-15 minutes. Je pense pas exagérer en disant ça. Et en fait, grâce à cette scène, on comprend qu'il se passe quelque chose de mal. On a tous déjà eu cette sensation de t'es dans une fête, mais il y a un truc qui va mal et t'es plus du tout dans le mood. T'as l'impression d'être ridicule, t'as l'impression de plus être dans le truc, t'as l'impression d'être complètement déconnecté de ce que t'es en train de vivre. On a tous déjà vécu ça à la moindre mesure. Là c'est quand même assez grave. Là, on parle quand même d'un homme violent qui vient carrément attendre devant la salle des fêtes pour on ne sait pas quoi. Donc effectivement, là le mood est encore plus oppressant. Mais on a tous déjà vécu ce moment où d'un coup on a une coupure dans une soirée et on se dit putain, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et c'est ce qui se passe pendant 15 minutes, avec des jeux de regard entre Léa Drucker, entre Mathilde Haneveau. Mathilde Haneveau, c'est la personne qui joue la fille, Joséphine. Même avec le petit frère, avec celle qui joue la grand-mère, avec la sœur aussi. La sœur qui est jouée, j'ai pas envie de vous dire de bêtises et je retrouve pas le nom de la sœur. La sœur, elle est où? Elle est juste là, je crois. Est-ce que c'est elle? Non, ce n'est pas elle, je crois pas. Enfin bref, la sœur est folle, voilà, il faut le dire. J'ai plus le nom de l'actrice qui joue la sœur, mais je crois que c'est Florence Janas. Je crois que c'est elle, je confirme, c'est bien Florence Janas, qui est exceptionnelle, quoi. Qui est vraiment super. Et tout se joue par des jeux de regard, tout se joue par une sensation, pas par des dialogues, par une sensation.
et c'est extrêmement fort. C'est peut-être la meilleure scène du film pour moi. Et en fait, cette scène se clôture par la fille. Enfin, se clôture. Pas vraiment, mais l'un des actes de la scène, le climax de la scène, c'est la fille, donc Mathilda Neveu, qui joue Joséphine, qui va chanter, parce qu'elle est chanteuse, qui va chanter avec son mec et tout. Et en fait, elle chante une musique qui est pas forcément triste, mais elle pleure. Elle pleure parce que elle sait ce qui se passe, elle comprend ce qui se passe, et elle a les yeux gorgés de larmes. Et en fait, je trouve la scène tellement fort d'avoir cette musique qui est pas forcément triste. On est dans une fête d'anniversaire, dans sa fête d'anniversaire, et c'est pas censé être triste. Mais la façon de le jouer, la façon de l'interpréter est remarquable. Et que dire de Denis Ménochet, que dire de son travail, j'ai jamais vu, c'est un peu la réflexion que ma pote m'a fait, c'est putain, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi énervant, quelqu'un d'aussi, enfin vraiment, on a envie de l'insulter alors qu'on sait très bien que c'est un personnage, mais c'est assez fou. Et je me permets quand même, on est sur un film de 2018, je me permets quand même d'aller un peu plus loin, et de pas forcément spoil directement, mais de parler de quelque chose qui se passe à la fin. Moi, c'est un peu l'analyse que j'avais pas eu sur la première lors de mon premier visionnage, mais que j'ai eu là au cinéma, et qui m'a un peu waouh, parce qu'on en a discuté ensuite avec les intervenantes qui sont venues. Cette scène de fin avec cette voisine qui referme la porte, qui voit qu'elle a sauvé quelqu'un et qui ferme la porte et qui ferme du coup le livre, je trouve que c'est un plan extrêmement fort, extrêmement bien huilé, incroyablement mis en scène. Parce que on a beaucoup parlé après le film de ça. C'est vraiment cette idée de, elle a fait son devoir de citoyenne, elle a fermé la porte sur ce qu'elle a fait, elle ne va pas faire sa curieuse, elle va pas chercher à comprendre exactement pourquoi, non, elle l'a fait, elle comprend qu'elle a sauvé cette femme, et voilà, et c'est juste ça. C'est juste, je lui laisse sa dignité, je la laisse se reconstruire. Je ne vais pas aller l'embêter avec mes questions, avec vous allez bien, nanana. Elle est entre de bonnes mains, elle est entre les mains de la police. On va juste refermer la porte et accepter ce qu'on vient de voir, et on sait qu'on a sauvé cette personne, mais on va pas aller plus loin. Et je trouve que c'est d'une profondeur et très très fort comme message, parce que c'est un comportement qu'on devrait tous avoir. C'est juste cette idée de, on a fait notre travail, point barre. Hop, on va pas essayer d'aller chercher des fleurs de la part de la personne, non, c'est juste, c'est pudique, c'est une fin extrêmement pudique mais extrêmement puissante, que Xavier Legrand a mise en scène. Et je vous invite à aller voir Le Successeur, qui est clairement dans cette DA là, d'avoir quelque chose de très pudique, mais de très caché. Enfin, il y a une scène d'enterrement dans Le Successeur. Waouh, c'est pareil, ça dure extrêmement longtemps dans mes souvenirs, là, la scène d'enterrement, mais elle est folle. Elle est folle, la scène d'enterrement, et grandiose, parce que tout le monde, enfin, il y a, je crois, 15 personnes dans la salle, et en fait, l'acteur principal que nous on suit ne joue pas, ne pleure pas pour la même raison que les autres. Et en fait, c'est grandiose de voir à quel point le jeu d'acteur va être extrêmement fort de la part de cet acteur dans Le Successeur, pour vraiment nous montrer comme quoi il pleure, mais pas pour les mêmes raisons. Et c'est grandiose, c'est absolument grandiose. C'est une scène que je trouve être folle. Voyez Le Successeur, voyez le cinéma Xavier Legrand, voyez Avant que de tout perdre, que je trouve être un court-métrage absolument génial. Vraiment, je pense que tout son cinéma est grandiose, et qu'on devrait vraiment tout regarder Xavier Legrand. Peut-être un de nos réalisateurs, un de nos meilleurs réalisateurs en France, clairement. En parlant de grands réalisateurs, et il faudrait peut-être dire réalisatrice, on va parler de Alpha de Julia Ducournau. Tu te souviens pas de moi? On est chez maman, la petite. Je pourrais aller la voir. Tu la verras quand t'auras 2-3 kilos en plus, non? Tu veux que je te dise un secret? J'ai attrapé un truc. Ragged cup and a twisted mouth. Face of Jesus in my suit. Those sinister dinner deals. Tu les crois, reste là. C'est un de mes films préférés de l'année dernière. C'est une incompréhension de ma part de voir à quel point ce film se fait détruire à longueur de journée.
comment il s'est fait détruire après Cannes, comment il s'est fait détruire quand il est sorti, comment il se refait détruire dès qu'on vient à parler de ce film, alors que alors que j'ai adoré et que j'ai passé un incroyable moment. Je suis un gros défenseur de Alpha et je sais que c'est là où nos chemins vont se séparer, les personnes qui aiment ou non Alpha, on va se tirer dessus, mais ça fait partie du jeu, hein. C'est ça aussi le cinéma, de pas être d'accord de la même chose, de pas aimer les mêmes œuvres, mais j'adore Alpha, je l'ai revu et j'adore encore Alpha. Je pense que Alpha, c'est horrible de dire ça parce que c'est pas censé être le cas, et ça c'est peut-être un gros défaut, mais je pense que Alpha est indissociable de l'interview, et là vous allez me dire mais de quoi il parle, de l'interview de Julia Ducournau à Combini, dans son vidéoclub, son deuxième vidéoclub qu'elle a fait Combini, où elle parle de Cria Cuervo. Et elle parle de ce personnage fantôme. Qui est dans Alpha. Et j'ai vu, je le répète encore et encore, j'ai vu ce vidéoclub avant d'aller voir le film quand je l'ai vu. Et ça m'a changé ma vision du film parce que dès le début, j'avais conscience, et c'était pas un spoil, les gens ont dit elle a spoil tout son film dans le truc. Non, moi elle m'a juste donné un élément de compréhension de son film qui était vraiment, vraiment très très bon. Et en fait, effectivement, elle m'a donné un élément de compréhension extrêmement fort en me faisant comprendre que Tahar Rahim n'existe pas. Tahar Rahim n'est jamais réellement présent, à part dans les flashbacks. Tahar Rahim est un fantôme, et le fantôme du passé, et le fantôme de cette maladie qui est peut-être qui va peut-être toucher Alpha. C'est le fantôme malheureusement d'une sorte de sida, parce que j'aime beaucoup, j'ai vu ça, je vais lui faire un petit je pense pas qu'elle m'écoutera, mais je vais lui faire un petit shout out à je sais pas si on dit ça comme ça, si je crois qu'on dit ça comme ça, à Roman Bailey, que je suis sur TikTok, que j'adore, qui est une tiktokeuse absolument formidable, qui fait des vidéos d'une qualité, et elle parlait de l'élitisme dans le cinéma et du fait qu'on peut et ça je trouve ça hyper intéressant, du fait qu'on peut analyser son œuvre à sa façon, même si la réalisatrice n'a pas envie de parler de ça. Julia Ducournau a dit que dans Alpha elle ne parlait pas de sida. Pour moi elle parle totalement de sida, voilà, c'est pour moi, et c'est pas grave de pas avoir la même interprétation que la réalisatrice. Elle dit je parle de maladie en règle générale, ça parle de sida, on met en avant des personnes qui sont homosexuelles et qui du coup ont contracté cette maladie-là, pas que bien sûr, mais ça en fait partie. Ça a quand même été une des communautés qui a été le plus touchée par le sida pendant le syndrome du sida. On est sur la même paranoïa qu'il y avait pendant le sida. Je vous invite tous à voir l'incroyable, j'ai plus le film qui parle de Act Up, 120 battements par minute, qui est absolument génial, et qui parle de Act Up, et qui est un film avec beaucoup de Robin Campillo, je crois, et qui est un film avec beaucoup d'importance historiquement parlant par rapport au sida. Enfin bref, mais c'est un film qui parle de sida, c'est un film qui parle de cette paranoïa, c'est un film qui parle de tout ça. On parle quand même d'une maladie sexuellement transmissible, on parle d'une maladie qui se transfère aussi par le sang. Enfin vraiment, c'est Alpha, c'est un film qui parle de sida, mais pas que. Et en fait, c'est peut-être pour moi le plus gros défaut de Alpha, c'est que il veut parler de trop de choses. Alpha, Julia Ducournau, elle a fait pour moi son film le plus personnel. Elle parle déjà d'une famille kabyle. Je crois, si je me trompe pas, que Julia Ducournau vient d'une famille kabyle. Elle l'a beaucoup dit en interview pendant la promotion de Alpha. Elle parle de cette maladie-là. Elle parle de la relation mère-fille, sans père présent. Elle parle de la relation à la famille, cette relation aussi de famille kabyle, comment elle évolue, entre autres avec une scène dans l'Aïd, si je me trompe pas, ou en tout cas il y a une histoire de Ramadan. Je crois que c'est soit à la fin du Ramadan, soit c'est pas un cassage de jeûne, parce qu'il fait pas nuit, donc je crois pas. Mais voilà, il y a une vraie culture, il y a sa culture à elle qui est mise dans ce film, et c'est un film extrêmement personnel, le plus personnel entre Grave, Alpha et Titan. Je pense sincèrement que c'est son film le plus personnel, et c'est trop bien parce que oui, elle veut parler de plein de choses. Oui, elle veut parler du sida. Oui, elle veut parler pour moi d'agression sexuelle. J'utilise toujours ce mot-là alors qu'on parle d'un V, mais c'est juste qu'avec YouTube et tout ça, je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de dire ou non, sachant que j'ai déjà été ban de TikTok pour ça. Mais ça parle d'agression sexuelle. La scène d'ouverture, c'est quand même Alpha qui se fait tatouer non consciente par une aiguille qui lui perfore la peau, qui la
pénètre. Clairement, c'est l'image que Julia Ducournau fait avec un plan, un plan très très rapproché sur la peau et cette aiguille qui va pénétrer la peau de Alpha et qui va lui transmettre, ou en tout cas qui va mettre toute une comment on appelle ça, qui va mettre toute une paranoïa sur l'idée qu'elle a une maladie. Enfin, c'est un film qui parle d'agression sexuelle dès la première scène. C'est vraiment, pour moi, c'est peut-être limite un de ses sujets principaux. C'est une mère qui protège une fille qui vient de se faire agresser. Et qui, en plus de ça, a peut-être contracté la maladie du moment, qui est affreuse, qui est dévastatrice, qui tue beaucoup de gens et qui crée une paranoïa monstre dans le monde. C'est un film qui parle d'agression sexuelle. Pour moi, il n'y a aucun doute. Et je trouve ça fou que ça n'a pas été plus dit. Parce que je vais être honnête avec vous, je n'ai vu personne, avec toutes les critiques, je regarde beaucoup de critiques, je regarde beaucoup de retours sur les films, je n'ai vu personne parler de ce côté-là d'Alpha. Alors que la scène d'ouverture, c'est Alpha, inconsciente, qui se fait pénétrer la peau par une aiguille et qui lui transfère une maladie. Et elle n'a jamais voulu... Enfin, enfin, pas inconsciente, bourrée, je crois, et encore un peu inconsciente, mais bourrée. C'est clairement un film qui parle de ça. Et je trouve ça hyper intéressant parce que on n'en parle pas, c'est hyper discret et c'est ça tout le long du film. Le film aborde 1000 sujets, 1000 idées de réalisation et c'est ce que j'aime chez Alpha, c'est ce que j'aime chez le cinéma de Julia Ducournau. Elle est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus simpliste dans sa réalisation, dans Grave ou dans Titane, où elle va tenter des choses mais plus du côté du scénario, moins du côté de la mise en scène, même s'il y a des idées de mise en scène qui sont extrêmement bonnes. Alpha, elle teste, c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout, elle teste. On va parler du son pour le prochain film, on va parler de drama, il y a quand même un travail du son qui est absolument fou. Dans Alpha, elle teste, c'est pas forcément bien. La scène, juste après la scène d'intro, elle fait prendre un bain à Alpha pour la réveiller, oui, c'est ça, hein. Et en fait, il y a le son, quand Alpha parle, il y a un son très mauvais, en fait, hein, de personnes bourrées, c'est pas beau, c'est pas bien, je trouve pas ça... C'est pas nul, mais je trouve pas ça très utile, mais c'est une idée de réalisation et moi j'aime, c'est un peu ce que j'avais dit avec L'amour ouf de Gilles Lelouch, j'aime quand on me propose des choses, ça c'est pas forcément réussi tout le temps, c'est pas forcément la chose, enfin c'est pas forcément réussi tout le temps, par contre on tente des choses et en fait sur les 100 choses que t'as tentées, ouais il y en a 90 qui vont passer, bon malheureusement les gens vont retenir les 10% de ce qui sont pas passés, mais moi je vais retenir les 90% des plans, des idées de mise en scène, des idées de scénario qui sont passés et qui sont vraiment bons. Et c'est comme la fin, moi je la trouve géniale, le montage, parce que c'est un film qui joue sur le montage parallèle tout le temps. Le montage parallèle de cette fin, elle est folle, le montage est fou. Et je trouve ça grandiose de comment on peut parler de la maladie en mettant en opposition deux personnes totalement différentes, mais qui, fin de compte, sont peut-être atteintes de la même maladie et qui surtout sont de la même famille, mais pas pour, enfin un est toxicomane et c'est pour ça qu'il a eu cette maladie là, l'autre elle a juste fait un tatouage en soirée. À comprendre, moi de ce que j'ai compris de mon interprétation, elle s'est fait agresser, mais ça on en revient au même. Là moi je parle factuel de ce que je vois et en fait c'est grandiose de mettre en opposition ces deux personnages là, de les faire matcher alors qu'au début ça matchait pas du tout. Tahar-Rahim est exceptionnel, je comprends toujours pas que Tahar-Rahim n'a pas eu de nomination, rien que de nomination pour les Césars, que Alpha, Melissa Boros n'a pas eu. Je peux comprendre, c'est une actrice que j'aime beaucoup et j'ai très hâte de voir la suite de sa carrière parce qu'elle a une gueule de cinéma, elle a quelque chose, ça fonctionne extrêmement bien. Je comprends qu'elle ait rien eu parce qu'il y avait tellement de niveaux à côté d'elle cette année que bon bah c'est compréhensible. Tahar-Rahim, il y avait personne quoi. C'est Laurent Lafitte, avec tout le respect que j'ai pour Laurent Lafitte, c'est Laurent Lafitte avec un perso hyper caricatural qui a gagné le César du meilleur acteur et pas Tahar-Rahim. Je trouve ça extrêmement aberrant. Et bien sûr obligé de parler de Golshifteh Farahani qui est absolument génial, qu'on voit pas assez dans le cinéma et que quand elle a un rôle aussi important, aussi bon, elle est vraiment très très bien. C'est un film que je trouve être vraiment génial. Peut-être pour moi celle qui joue le moins bien c'est peut-être Emma Mackey, mais je l'aime beaucoup donc on la voit très peu donc c'est pas vraiment dérangeant. Non, Alpha c'est un grand film. Alpha c'est vraiment très bien, je l'ai revu et j'ai repris la même claque que j'avais pris au cinéma en me disant mais putain cette idée de fin, cette idée
cette idée de mise en scène, c'est cette idée de ramener le frère de Golshifteh Farahani, du coup, de ramener cette personne dans son dès qu'on en sait plus sur la maladie de la fille, ben on ramène cet esprit du passé, cet ancêtre du passé qui est malheureusement décédé depuis des années, et ben on le ramène chez lui, on le laisse partir, on accepte le fait qu'il parte. C'est aussi un film qui parle de deuil. Enfin bref, c'est un film extrêmement personnel. C'est un film extrêmement personnel que Julia Ducournau nous a livré. Et merci Julia Ducournau. Je vais suivre ton cinéma, mais tellement fort. Dès qu'il y a un nouveau film de Julia Ducournau, je vais y aller. Pareil, c'est une de mes réalisatrices préférées. Et là, je pense mondiale, parce que j'ai pas vraiment de réalisatrice que j'aime beaucoup. Je pense que dans ce que j'aime, Julia Ducournau est peut-être une des réalisatrices que je préfère suivre avec Justine Triet, honnêtement. Et vraiment, merci pour ça. Alpha, c'était super. Et s'il vous plaît, laissez une nouvelle chance à Alpha. Laissez une chance en vous disant, putain, c'est un film qui parle de fantômes. Pour moi, la meilleure scène, c'est cette fameuse scène de repas chez la famille où le meilleur ami de Tahar pleure et on comprend pas pourquoi, et après il explique que c'est parce que son meilleur ami est mort, et en fait son meilleur ami c'est le frère qui est en fait ne mange jamais dans le repas, c'est le seul qui n'a pas d'assiette, où personne fait attention à lui, enfin bref, c'est génial. Bravo Alpha, bravo Julia Ducournau, bravo à tout le monde qui a participé à ce projet. Je l'ai revu et j'ai de nouveau repris une énorme claque devant Alpha. Et parlons là d'une sortie récente, on va parler de The Drama de Christopher Borgli. Maintenant, faites la tournée. Magnifique. Le mariage est samedi, qu'est-ce que tu vas leur raconter? Tu parles de quoi? De mon discours? Ouais. Tu vas parler de notre première rencontre? Oui. Et aussi de notre premier encart? Bien sûr. Merde! T'as pas besoin de faire un discours. T'es en train de dire que Charlie est ton premier... Amour? Oui. Premier amour ou premier crush? Les deux, je crois. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à 30 ans? Et c'est marrant parce qu'on a un peu des crescendo, malgré qu'on parle que de bonne qualité. On passe d'un truc très 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 bon avec Jusqu'à la garde où j'ai mis 5 étoiles, Alpha 4 étoiles et demie, et là on passe aux 4 étoiles, mais je vous jure que j'ai quand même bien aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé The Drama de Christopher Borgli. C'est le premier film de Christopher Borgli que j'ai vu. Je crois que c'est lui qui avait réalisé American Dream, je crois, avec Nicolas Cage, Dream Scenario, je sais pas pourquoi American Dream Scenario ça s'appelait, que j'ai pas vu, que je voulais absolument voir et que j'ai jamais vraiment été voir, et en fait j'avais tellement peu de retours dessus que je me suis jamais dit tiens je vais aller le revoir. Mais ici il sort The Drama, film qui parle d'un mariage et qui parle surtout de Zendaya et de Robert Pattinson. Enfin qui en tout cas les met en scène. Il faut prendre quelque chose en compte, c'est que je ne peux pas vous spoil. C'est un film qui doit être vu au cinéma, en tout cas c'est un film qui doit être vu tout court, mais qui a un vrai propos sur plein de choses, mais je vais pas vous spoil parce que vous devez garder ça. Moi j'ai été spoil quand même, ça c'est, je vous jure j'ai encore la haine, j'ai été spoil par des meufs qui étaient dans la salle et qui a dit ça parle de ça. Alors elle a pas dit immédiatement, mais elle a dit je vais pas te spoil, mais après elle lui dit tu sais un truc nanana, je vais pas vous le dire parce que c'est comme ça que j'ai découvert de quoi ça parlait, alors que j'en avais aucune idée de quoi parlait le sujet. Mais en fait c'est simple, The Drama c'est un couple qui vont se marier et lors d'un repas chez leur traiteur, donc ils préparent leur traiteur, donc ils goûtent les vins, ils goûtent les plats, et en fait chez leur traiteur avec leur couple meilleur ami, on va dire ça comme ça, ils décident de faire un jeu de ils sont un peu bourrés bien sûr. Et ils décident de faire un jeu de c'est quoi le jeu déjà? C'est raconte-moi le truc où tu te sens le plus coupable. Chacun donne sa version jusqu'au moment où on arrive sur Zendaya. Très marrant que ça soit Zendaya. En fait, le problème, le pied pivot de cette histoire, parce que j'étais persuadé avant d'aller voir le film que c'était Robert Pattinson, et elle donne le drame, la chose qui s'est passée dans sa vie où elle regrette le plus. Je crois que c'est regretter le plus, ou en tout cas c'est le truc le plus embarrassant, et c'est génial. Et à partir de là, tout le film se déconstruit. Pattinson est exceptionnel. J'aurais jamais pensé se dire ça, mais je trouve que Pattinson roule sur tout le monde. J'adore Zendaya, pour ceux qui savent pas, c'est mon actrice préférée ever. J'adore Zendaya. Je suis vraiment un énorme fan. J'aime la personne qui est Zendaya et en fait j'aime l'actrice. J'aime ce qu'elle propose. J'aime Euphoria bientôt, très très bientôt. Je crois que c'est même demain Euphoria. Mais Euphoria très prochainement. Il y a des chances qu'on parle de Euphoria. Il y a de grandes chances qu'on parle de Euphoria. La semaine prochaine, si c'est bien ça, je crois que c'est le 13 avril. Mais voilà, j'adore Zendaya, j'adore son travail. Mais alors là, Robert Pattinson est fou. Robert Pattinson est fou parce qu'en fait, tout le long du film, il est dans un dilemme. Il est dans cette histoire, il ne sait pas comment réagir. Et on a tous eu, encore une fois, un peu comme Jusqu'à la garde, on a tous eu ce moment où on aime tellement une personne, on l'aime énormément, amicalement ou amoureusement, qu'on a appris un truc, même aussi petit que soit-il.
ce qui n'est pas le cas là, mais aussi petit soit-il, avec que ça soit un problème d'il y a 20 ans ou un problème actuel, on va être dégoûté de cette personne, mais on va, même si on l'aime et qu'en fait on peut lui pardonner parce que putain ça fait 20 ans quoi que ça s'est passé et que il s'est pas passé ce qui s'est passé, enfin bref je vais pas rentrer plus dans les détails pour éviter de vous spoil, mais on l'aime, mais on a un truc au fond de nous qui dit ah j'arrive pas à l'aimer comme je l'aimais avant parce que j'ai appris ça et j'aurais préféré jamais l'apprendre. C'est exactement le sentiment du film et je m'attendais pas à ça, je m'attendais à avoir quelque chose beaucoup plus axé sur le drame et oui c'est un genre, le genre c'est un drame, mais c'est limite une satire un peu, je trouve, dans sa construction, dans ses personnages, dans sa façon de rapporter telle et telle scène. Je trouve vraiment qu'il y a qu'il y a un côté très satire en fait au film et c'est hyper intéressant. C'est pas ce que j'attendais, mais c'est hyper intéressant. À noter qu'on a Alana Haim qui joue beaucoup dans les films de Paul Thomas Anderson, qui est absolument génial dans le film et que j'aime beaucoup, qui est de base une chanteuse et qui est vraiment trop bien dans le film. Et aussi à noter qu'il y a une scène, ça je peux le dire, il y a quand même une scène de mariage, voilà, c'est juste tout ce que je vais dire. La scène de mariage, j'ai vécu la même chose que Mélancolia. Je pense que vous avez tous vu Mélancolia, ou si c'est pas le cas, allez voir Mélancolia. Mélancolia, la scène, c'est une scène d'ouverture, là où contrairement c'est un peu la scène finale, on va dire. Mais la scène d'ouverture dans Mélancolia, c'est une scène de mariage où tu sens qu'il y a un malaise. Tu sens qu'il y a un malaise, tu sais pas où il est, tu sais pas comment le malaise va se mettre en scène, comment on va le dévoiler à la personne qui regarde le film, mais il y a un malaise, tu le sens qu'il y a un malaise. Et ici, Christopher Borgli, je suis sûr et certain qu'il avait cette scène de mariage en inspiration, parce que c'est filmé pareil, caméra épaule, très dans le gros plan de oh putain il a dit ça, ou elle a dit ça, oh ils discutent ensemble, et je trouve que c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien amené, et pour moi c'est peut-être la meilleure scène du film, c'est cette scène de mariage qui rend vraiment la chose extrêmement forte, et c'est là où je trouve la satire s'applique encore plus dans le film. Et à noter aussi que moi ce que j'aime sur le film, ce que j'ai vraiment fait remonter à ma pote quand on a discuté du film, c'est que c'est un film qui traite de sujets d'actualité, qui traite de sujets sociétals, alors que je m'attendais pas du tout à ce qu'il traite de ça. Je pensais que c'est un film, voilà, comme ça vous enlève peut-être une idée, mais je pensais que c'est un film qui allait parler de la tromperie, ou qu'elle allait parler d'un truc comme ça, un truc hyper bateau, hyper classique. Non, c'est un film qui parle d'un sujet sociétal lié aux États-Unis. Voilà, je vais pas rentrer plus en détail là-dedans. Et j'ai trouvé ça grandiose. J'ai trouvé ça grandiose de comment on va questionner ça. Comment on va questionner la sincérité d'un couple aussi. Parce que c'est un film qui parle de est-ce qu'on se cache des choses ? Ça, je te l'ai caché, mais est-ce que c'était pas mieux de te le cacher ? Mais du coup, est-ce que t'es pas prêt à me cacher d'autres choses ? C'est un film qui parle de tout ça. Et moi, il y a un truc qui me rend fou dans les scénarios actuels de films de comédie romantique. Je prends un exemple, Avignon, même si c'est une comédie romantique que j'aime beaucoup, qui est une comédie romantique française. Dans Avignon, c'est simple, à un bout d'un moment, elle apprend la supercherie, hein, c'est toujours comme ça, c'est toujours la même construction, et elle arrête de lui parler pendant quelques temps. Là non, là c'est des gens qui vont se marier, c'est des gens qui s'aiment depuis des années, ils vont pas arrêter de se parler, juste la communication va être bizarre, tout va être très bizarre, tout va être très compliqué, très mal amené. Et en fait c'est ça que je trouvais fort, c'est que c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est hyper gris, c'est hyper grisade, parce que la chose qu'on apprend nous met vraiment dans une situation où on sait pas comment réagir, et encore plus Robert Pattinson qui encore une fois est excellent, et moi ce que je dois dire aussi, c'est plus par rapport à la réalisation. Là sur le coup il y a un travail de montage et de son qui est absolument fou. Zendaya dans le film, elle est sourde d'une oreille, et du coup il va travailler là-dessus, il va travailler les sons étouffés, il va travailler les sons décuplés, à l'inverse, des sons qu'on va entendre beaucoup plus fort, parce qu'on imagine une personne sourde qui a plus qu'une oreille, comment elle va interpréter des bruits. On va avoir un montage extrêmement cut, extrêmement on a deux timelines qui vont se mélanger, une timeline de Zendaya enfant, on va dire ado, et une timeline de Zendaya avec Pattinson, et ça va se mélanger, mais ça va pas se mélanger en mode hop un flashback, non, ça va se mélanger en direct, ça va faire des plans où on va avoir une discussion dans le monde actuel avec un plan de Zendaya ado, et en fait c'est trop bien, c'est que des trucs comme ça, c'est trop bien. C'est aussi de la psycho, de comment on va traiter une information et comment on va la voir
partout. En fait, on va ouvrir un livre, on va voir cette information-là. C'est trop bien. Vraiment, c'est The Drama, c'est marrant. Je viens de voir que le producteur était Ari Aster. Et ça m'étonne pas dans l'idée du montage et tout ça et tout. Enfin bref, je retrouve beaucoup de choses de lui. Bon, c'est très bien. Un jour, peut-être Zendaya qui ira faire un film avec Ari Aster, on espère. Mais vraiment, The Drama, c'est très bien, très bien amené. Et j'aime qu'on parle de sujets de sociétal qui en plus on le questionne à un bout d'un moment, on questionne t'as toujours vécu avec ça, nanana. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails pour vous éviter de spoil, mais je trouve ça vraiment très bon. Et The Drama pour moi est une vraie grosse réussite du point de vue du cinéma américain cette année. Et comme chaque semaine, parlons ensemble des sorties de la semaine pour ce 15 avril 2026. 3 grosses sorties, une qui sera dans mon cinéma et dont je vous parlerai la semaine prochaine, c'est sûr et certain. C'est Juste une illusion de Toledano et Nakache. On va revenir sur le film juste après. Par contre, les deux autres, je pense sincèrement que je vais pas les voir avant très longtemps. Mais parlons d'abord de Juste une illusion de Toledano Nakache qui sort le 15 avril prochain. Juste une illusion, c'est le retour de Toledano Nakache depuis leur film qui n'avait pas du tout marché avec Cohen entre autres sur les écolos. Par contre là j'ai l'impression qu'il y a une vraie com. Ils y croient à leur film. Au niveau de la DA, j'ai un peu l'impression de retrouver un peu la DA de Tellement Proche, qui est peut-être un de mes Toledano Nakache préférés, parce que je m'étais fait un petit marathon comme ça de Toledano Nakache. Il m'en manque très peu. Je crois qu'il me manque Samba, que j'avais vu il y a très longtemps, dont je n'ai aucun souvenir. Et je crois qu'il m'en manque un du début, mais j'ai quasiment tout vu. Je trouve que pour moi, c'est un duo de réalisateurs français que j'aime beaucoup, que je trouve être extrêmement marrant, malgré que le dernier que j'ai pas vu, à ce qui paraît, était vraiment pas bon. Mais moi, c'est vraiment un duo d'acteurs un duo de réalisateurs que j'aime beaucoup, comme je l'ai dit, Tellement Proche, ou même putain c'est fou quand même, j'ai plus le nom de ce film qui est quand même le plus gros film, pas intouchable hein, mais le film sur les colonies de vacances, vous allez me le donner, désolé j'ai un énorme trou de mémoire, mais enfin bref, j'adore Toledano Nakache, très pressé, mais j'adore aussi Sens de la fête, bien sûr qui est peut-être un de mes préférés aussi, mais Juste une illusion, très pressé de le voir, ça a l'air d'être vraiment très bon. Le second film qui sort cette semaine, c'est Good Luck Have Fun Don't Die de Gore Verbinski. Gore Verbinski, c'est qui? C'est le réalisateur des Pirates des Caraïbes, le réalisateur de je n'ai plus le nom, c'est fou ça quand même aussi, La Dame qui sort du puits, j'ai Purge en tête mais c'est pas Purge, je l'ai en plus de ça en Blu-ray quoi, c'est fou, de 2001. C'est fou, je vais vous le retrouver parce que là ça m'énerve de ne pas savoir, parce que vraiment c'est un film, le remake pour le coup est connu pour être plutôt bien. Le Cercle, putain c'est Le Cercle, c'est The Ring. Oh là là, je suis trop con. Il a fait le remake de The Ring, de la version de Nakata, je crois. Nakata. Il a refait la version américaine et qui, en plus de ça, ce qui paraît, est très bien. J'aime vraiment beaucoup le cinéma de Gore Verbinski, donc pressé de voir qu'est-ce qu'il va nous proposer avec Don't Luck Have Fun Don't Die, sachant que l'affiche est très marrante, ça a l'air d'être très cool. Donc vraiment, je suis curieux, même si je pense qu'il sera jamais diffusé dans mon cinéma. Mais ça, c'est un autre débat. Et le troisième film, c'était ma plus grosse attente de la semaine, c'est L'accord de coups, pareil, que je vais pas voir avant très longtemps, je pense. C'est le nouveau Gus Van Sant. J'adore Gus Van Sant. Je trouve que c'est un réalisateur vraiment génial. Alors c'est très marrant, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais il y a mon film préféré de Gus Van Sant qui est Elephant. Mon film préféré de Gus Van Sant qui est Elephant, je cherche comment dire ça sans un lien avec cette émission cette semaine, voilà. Je vais pas rentrer plus dans les détails, mais du coup j'ai fait beaucoup de parallèles dont je peux pas parler, mais voilà. Mais Elephant c'est absolument génial, j'aime vraiment beaucoup le cinéma de Gus Van Sant et j'ai hâte de découvrir son nouveau film L'accord de coups, qui je pense va énormément me plaire, mais pareil je sais pas quand ça va être diffusé, je pense pas avant très longtemps dans mon cinéma malheureusement. Tout ce que je sais, c'est que je vais pouvoir voir Alter Ego et vous parler de Alter Ego la semaine prochaine. Ça par contre normalement ça devrait être le cas, soit la semaine prochaine soit la semaine d'après, mais mon cinéma a annoncé que la semaine prochaine il y aurait Alter Ego. Enfin, je vais pouvoir voir Alter Ego et vous en parler. De toute façon, on trouvera forcément des choses pour vous parler. Et bien sûr, Euphoria saison 3, je vais quand même vérifier l'information en direct pour pas vous dire de bêtises. L'Euphoria saison 3 sort le 13 avril. Donc Euphoria sort demain. Donc dès demain, je vous parlerai. Dès le podcast de la semaine prochaine, on pourra parler de la saison 3 de Euphoria. Je suis très mitigé.
J'ai très peur. Voilà, je vous donne l'info. J'ai très peur, sachant que c'est une de mes séries préférées. J'ai très peur de voir qu'est-ce que ça va donner. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau podcast des critiques d'Enzo. On se retrouve sur Twitch avec Enzo-CWS, donc n'hésitez pas à aller voir les critiques d'Enzo sur TikTok. Il y a même un TikTok Enzo-CWS, mais ça, voilà, vous marquez Enzo-CWS si vous voulez me suivre aussi, où je remets des clips de mes sessions de live et qu'est-ce que j'ai d'autre. Normalement c'est tout, hein, là, Enzo-CWS sur Letterboxd. Enfin bref, c'est quasiment partout Enzo-CWS à part sur TikTok où c'est Enzo, c'est les critiques d'Enzo. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Merci à vous d'être aussi nombreux toujours à m'écouter, parce que j'ai vu que même quand je faisais pas les podcasts, j'ai eu une journée où il y a eu plein d'écoutes. Je me suis dit ok, pourquoi pas, mais c'est très bien, c'est très bien. Merci en tout cas à vous, et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.